Les lustres en cristal massif qui ornaient le plafond voûté du grand hôtel Corinthia ne se contentaient pas de projeter une lumière dorée sur les boiseries centenaires et les tapis de velours cramoisi, ils éclairaient une hiérarchie sociale brutale et implacable dont le sommet absolu était occupé par Geneviève de Beaumont. Elle n'était pas simplement l'épouse d'un milliardaire industriel, elle était une véritable institution, une couturière de destin capable de briser une carrière ou de bannir une âme du cercle parisien d'un simple murmure désapprobateur. Tout le monde la craignait, de son mari aux membres du personnel, en passant par l'élite de la ville qui, pourtant, ne manquait jamais de s'incliner sur son passage, mais personne n'avait pris en compte Clara Solange, la nouvelle serveuse aux poches vides, dissimulant un secret désespéré et une volonté de faire forger dans l'adversité. Ceci n'est pas l'histoire banale d'une cliente impolie et capricieuse, c'est le récit d'un jugement dernier. C'est la chronique de ce qui arrive lorsque la femme la plus puissante de la capitale est forcée de présenter des excuses en larmes à la seule personne qu'elle a tenté d'anéantir par pure méchanceté. Dire que les gens craignaient Geneviève de Beaumont était un euphémisme grossier car la peur est une émotion primaire et simple alors que ce que ressentait le personnel du Laurier, le restaurant 3 étoiles Michelin niché au cœur du Corinthia, était bien plus complexe et viscéral. C'était une terreur froide et acide qui s'installait au creux de leur estomac dès l'instant où son nom apparaissait sur la liste des réservations, transformant l'atmosphère de la cuisine en un silence de cathédrale avant l'orage. Geneviève de Beaumont n'était pas issue de la vieille noblesse, elle était quelque chose de bien plus terrifiant, elle était l'argent perfectionné, une créature façonnée par l'ambition pure. Elle avait épousé Arthur de Beaumont, un homme discret dont la société, Beaumont Global, semblait posséder la moitié de la ligne d'horizon de la défense, mais tandis qu'Arthur bâtissait l'empire de béton et d'acier, Geneviève régnait sur son paysage social avec une main de fer gantée de soie. Elle était une statue de glace polie, sculptée par les meilleurs créateurs, les entraîneurs les plus exigeants et, murmurait-on dans les salons feutrés, les chirurgiens esthétiques les plus talentueux de Suisse. Sa voix était un ronronnement bas et mélodieux qui pouvait, sans jamais changer de hauteur, délivrer une insulte si précise qu'elle pouvait trancher l'estime de soi d'une personne et la séparer de son âme en une fraction de seconde. Son pouvoir était absolu et incontesté. Elle avait fait licencier le maître d'hôtel d'un restaurant rival simplement pour lui avoir proposé la mauvaise marque d'eau minérale gazeuse, et elle avait mis sur liste noire un jeune créateur prometteur de toutes les grandes boutiques de l'avenue Montaigne parce que la coupe de sa robe avait agressé son champ de vision lors d'un défilé. Elle traversait le monde non pas comme si elle le possédait, mais comme si le monde était une scène légèrement décevante construite pour son usage exclusif, et que ses habitants n'étaient que des figurants non professionnels et maladroits. Le Laurier était sa cour préférée, son tribunal personnel où le directeur, un homme perpétuellement surnommé Monsieur Henri, traitait son arrivée comme une visite d'État d'une puissance étrangère hostile et nucléaire. « Madame de Beaumont, la table 22 est préparée selon vos exigences, » murmurait-il en s'inclinant légèrement, le dos courbé par des années de soumission. « L'est-elle vraiment » répondait Geneviève sans le regarder, ses yeux scannant la salle à la recherche de la moindre imperfection. L'arrangement floral comporte des pivoines alors que j'avais spécifié des gardénias. Testons-nous ma patience aujourd'hui, Monsieur Henri? Mes excuses les plus plates, Madame de Beaumont, cela sera rectifié instantanément, je vous le promets. Veillez à ce que ce le soit. Elle glissait alors vers sa table, son mari Arthur traînant derrière elle comme une note de bas de page bien habillée, un homme qui pouvait commander des conseils d'administration remplis de requins mais qui, en présence de sa femme, semblait s'éteindre, se retirant dans son téléphone ou ses pensées, compte de la laisser gérer le côté social de leur vie avec sa tyrannie habituelle. C'est dans cette fosse aux lions que Clara Solange entra. Mais Clara n'était pas un lion. Elle était selon toutes les apparences une petite souris grise, pâle, silencieuse et possédant une grâce ordinaire qui lui permettait de se fondre dans le papier peint, un trait utile dans le service haut de gamme où l'invisibilité est une vertu. Elle travaillait au Laurier depuis 3 semaines et sa motivation principale n'était pas l'ambition, mais la terreur, non pas de Geneviève qu'elle n'avait vue que de loin, mais de la pile de factures médicales cachées dans sa table de nuit, une montagne de papier qui menaçait de s'effondrer sur elle. La jeune sœur de Clara, Sophie, se mourait, et ce n'était pas une mort rapide et dramatique de cinéma. C'était une lente agonie bureaucratique vers l'insuffisance cardiaque totale. Sophie souffrait d'une malformation cardiaque congénitale rare, une anomalie que les médecins français avaient jugée inopérable par les méthodes conventionnelles, et la seule chose qui pouvait la sauver était une chirurgie expérimentale dans une clinique privée de Genève, en Suisse, une procédure dont le prix ressemblait au budget annuel d'une petite commune. Les pourboires au Laurier étaient les meilleurs de la ville. Chaque « oui, monsieur » obséquieux et chaque verre d'eau rempli représentait une goutte unique dans un océan de dettes, mais elle ne pouvait pas se permettre de perdre ce travail car c'était le seul fil qui retenait Sophie à la vie. Sa seule amie parmi le personnel était Marie, une serveuse vétéran aux yeux bienveillants et aux pieds fatigués par des décennies de service. « Garde juste la tête baissée », lui avait conseillé Marie lors de son premier jour en essuyant un verre à vin en cristal jusqu'à ce qu'il chante. « Ne croise pas le regard de la table 22 sauf si elle s'adresse à toi, n'offre pas d'opinion, ne respire pas trop fort, elle n'est pas une personne. Clara, c'est un événement météorologique, une catastrophe naturelle, tu dois juste survivre à son passage. »
Clara l'observait avec attention et un après-midi, Geneviève dînait avec deux autres femmes qui ressemblaient à des copies plus minces et moins polies d'elles-mêmes, formant un trio de prédatrices élégantes. Un jeune commis de débarrassage, nouveau et tremblant de nervosité, débarrassait les assiettes lorsqu'il trébucha très légèrement sur l'épais tapis perçant, à peine un faux pas, mais cela fit glisser une unique fourchette en argent de son plateau qui atterrit sur le sol avec un tintement métallique qui résonna comme un coup de feu. La salle ne devint pas silencieuse, elle se figea littéralement, le temps semblant s'arrêter alors que Geneviève de Beaumont cessait de parler et tournait lentement la tête, non pas vers le commis, mais vers Monsieur Henri qui accourait déjà, le visage cendré et décomposé par l'anticipation du carnage. « Monsieur Henri, dit-elle, sa voix d'un calme létal et chirurgical. Madame de Beaumont, mille excuses, ce jeune homme est... Je me fiche de qui il est, coupa Geneviève en posant sa serviette en lin sur la table avec une précision militaire. Il est un instrument d'incompétence, sa présence a ruiné mon repas. Je viens ici pour l'excellence, pas pour du théâtre agricole. Faites-le disparaître. Bien sûr, Madame de Beaumont, immédiatement. Le commis, un gamin de 19 ans à peine, clignait des yeux pour retenir ses larmes, balbutiant, mais juste. Disparaître, répéta Geneviève en se tournant vers ses amis, comme s'il avait déjà cessé d'exister dans sa dimension. Le garçon fut licencié avant même que la voiture de Geneviève n'ait atteint le service de voiturier, et Clara observa toute la scène, l'estomac noué, pensant à Sophie, aux factures, au poids écrasant et indifférent du monde qui permettait à de telles injustices de se produire. Elle serra son plateau d'argent un peu plus fort, réalisant qu'elle ne survivait pas seulement à un événement météorologique, elle survivait à une peste, une maladie qui infectait tout ce qu'elle touchait. L'étincelle qui alluma la mèche de la destruction ne fut pas une fourchette, mais un verre de Pétrus 1982 lors d'un mardi soir où le Laurier accueillait le déjeuner de charité du phare, l'un des projets favoris de Geneviève pour soigner son image publique. La salle était une mer d'argent ancien et de nouvelles ambitions, et Clara, dont la section incluait malheureusement l'estrade principale, se déplaçait avec les pas invisibles et pratiqués d'un fantôme, sa concentration étant absolue car Sophie avait une consultation préopératoire le lendemain matin et Clara avait promis de virer la compte. Elle devait juste traverser les 3 prochaines heures sans incident pour garantir la survie de sa sœur. Geneviève était à la table d'honneur, radieuse dans un tailleur blanc sévère d'une coupe impeccable, tenant sa cour avec une arrogance royale. À côté d'elle était assis un milliardaire de la technologie à l'air agité nommé Michel Aubert, un homme qui semblait peu habitué au protocole rigide du monde de Geneviève et qui racontait une histoire animée en utilisant beaucoup trop ses mains. Clara approchait par sa gauche, son seul but étant de remplir son verre d'eau, quand cela se produisit au ralenti surréaliste d'un accident de voiture. Aubert gesticula sauvagement, son coude heurtant la tige de son propre verre à vin, et le verre rempli d'un liquide rouge profond et effroyablement cher bascula directement sur Geneviève. Une vague de cramoisie sombre éclaboussa le revers blanc immaculé de son tailleur haute couture, provoquant un hoquet d'horreur collectif qui aspira l'air de la pièce. Toute conversation cessa instantanément, le cliquetis des couverts s'arrêta, et Michel Aubert se figea, son visage devenant un masque de terreur pure alors qu'il balbutiait « Oh mon Dieu, Geneviève, je suis tellement… » Geneviève ne le regarda pas, elle ne bougea pas, elle fixa simplement la tache qui s'étendait comme une blessure mortelle sur son vêtement, une larme parfaite de vin rouge tombant de l'ourlet de sa veste sur le sol. Clara, qui était la plus proche, s'était également figée, mais sa formation prit le dessus et, une serviette en tissu propre à la main, elle s'élança instinctivement en avant en disant « Madame de Beaumont, laissez-moi vous aider. » Au moment où sa main bougea, les yeux de Geneviève se levèrent brusquement, non pas vers Aubert le coupable, mais vers Clara, et ce fut la première fois que la force brute et non diluée de la malice de Geneviève fut dirigée vers elle, comme si elle fixait le cœur d'un blizzard. « Vous » siffla Geneviève, le mot était calme, mais il traversa le silence comme un rasoir affûté. Clara s'arrêta, la serviette tenue inutilement dans sa main, et répondit « Madame. » « Vous » Geneviève se leva lentement de sa chaise, une reine montant sur un trône de jugement, son doigt tremblant de rage contenue. « Vous, enfant maladroite et incompétente. » Le sang de Clara se glaça dans ses veines alors qu'elle tentait de se défendre. « Madame de Beaumont, je n'ai pas. »« Vous, » répéta-t-elle plus fort maintenant pour que toute la salle l'entende, « vous l'avez bousculé, vous l'avez distrait, vous avec vos chaussures bon marché et votre regard vide, vous avez ruiné ce tailleur. » Michel Aubert, voyant une échappatoire inespérée à la colère de la lionne, ne dit rien, il observa les yeux écarquillés alors que le sacrifice lui était offert sur un plateau. Monsieur Henri sprintait déjà vers eux, demandant « Madame de Beaumont, que s'est-il passé ?»« Ce qui s'est passé, » dit Geneviève, sa voix tremblant d'une rage théâtrale contrôlée, « est que votre serveuse a détruit un tailleur de 30 000 €. Elle a interrompu ce déjeuner et elle a insulté chaque invité dans cette salle par son inaptitude crasse. C'était la fin. C'était le scénario du commis magnifié par 1000, et Clara pouvait sentir son avenir se dissoudre comme du sucre dans l'eau chaude. Elle vit le visage pâle et confiant de Sophie,
Elle vit l'hôpital en Suisse s'éloigner dans le brouillard, elle allait être licenciée, mise sur liste noire, et Sophie allait mourir. Et puis quelque chose à l'intérieur de Clara se brisa, ce n'était pas de la bravoure héroïque, c'était la rage incandescente de ceux qui sont vraiment désespérés et qui n'ont plus rien à perdre. Elle ne pleura pas, elle ne supplia pas, elle rencontra le regard de Geneviève et dit d'une voix basse mais claire qui ne tremblait pas, « Ce n'est pas ce qui s'est passé. » Les sourcils parfaitement épilés de Geneviève se levèrent de stupeur. « Qu'avez-vous dit ?»« J'ai dit, » répéta Clara, « que ce n'est pas ce qui s'est passé. Monsieur Aubert a renversé son propre vin. Je remplissais son verre d'eau par sa gauche, j'étais loin de son verre à vin, vous l'avez vu, tout le monde l'a vu. » La salle retint son souffle, personne n'avait jamais contredit Geneviève de Beaumont. Le visage de Geneviève perdit sa composition pendant une seconde fugace. Elle était choquée, ressemblant moins à une reine et plus à une brute de cour de récréation qui venait de se faire prendre son jouet préféré. « Vous me traitez de menteuse, » murmura Geneviève en avançant d'un pas menaçant. « J'énonce un fait, » dit Clara en tenant bon, son cœur battant comme un colibri dans sa poitrine mais ses yeux restant stables. « Vous me blâmez pour quelque chose que monsieur Aubert a fait. Je m'excuse pour votre tailleur, Madame de Beaumont, mais je ne m'excuserai pas pour quelque chose que je n'ai pas fait. » Geneviève semblait assommée par le silence, elle avait attendu des larmes, des supplications, un effondrement satisfaisant, mais elle ne l'obtint pas, elle fixait Clara, ce rien insignifiant qui avait osé dire la vérité au pouvoir, et la haine dans ses yeux était si pure qu'elle en était presque belle. Monsieur Henri, voyant une guerre nucléaire sociale sur le point d'éclater, intervint finalement. « Clara, excusez-vous auprès de Madame de Beaumont immédiatement et allez dans mon bureau. »« Oui, monsieur Henri, » dit Clara. Elle se tourna non pas vers Henri, mais vers Geneviève. « Madame de Beaumont, je suis profondément désolé que votre tailleur ait été taché, c'était un terrible accident. » Elle fit un petit signe de tête correcte, se tourna et quitta la salle, le dos droit. Elle ne fut pas licenciée ce jour-là. Dans son bureau, monsieur Henri vibrait pratiquement de terreur. « Vous ne pouvez pas faire ça, Solange, vous ne pouvez pas lui parler comme ça. » Elle mentait, dit Clara, son adrénaline retombant et la laissant tremblante. « Je me fiche qu'elle ait sacrifié une chèvre sur la table. Vous êtes d'accord avec elle? Mon Dieu, toute ma carrière. Elle va me ruiner, elle va ruiner ce restaurant. » Mais elle ne l'a pas fait, fit remarquer Clara, engourdie. Elle n'avait pas riposté, elle était juste restée là. Geneviève, ayant été publiquement contredite, s'était retrouvée dans une position impossible. Continuer l'argumentation aurait attiré plus d'attention sur le fait qu'elle mentait effectivement. C'était inconvenant, c'était vulgaire. Alors, avec un regard de promesse meurtrière, elle s'était simplement rassisiée et d'un geste de la main, avait dit « Faites nettoyer ce gâchis et envoyez-moi la facture pour le tailleur. » Clara garda son emploi, mais elle avait fait quelque chose de bien pire que de se faire licencier. Elle avait embarrassé Geneviève de Beaumont, elle s'était transformée en cible et elle avait, dans un seul moment de défi, déclenché une guerre dont elle n'avait aucune idée de l'issue. La reine des glaces avait été défiée et la rétribution serait biblique. Geneviève de Beaumont ne croyait pas aux fins rapides et miséricordieuses, elle était une connaisseuse de la destruction lente et agonisante. Elle ne ferait pas seulement licencier Clara, elle la démantèlerait pièce par pièce jusqu'à ce que Clara souhaite avoir été licenciée pour avoir renversé le vin. La campagne commença soudainement avec les plaintes. Tout à coup, la section de Clara devint un champ de mines d'erreurs fabriquées. « Mon eau est tiède », murmurait Geneviève à monsieur Henri malgré la glace visible dans son verre. La nouvelle fille, Clara, semble distraite. « Ma soupe était froide », mentionna-t-elle un jour plus tard après l'avoir renvoyée 2 fois. Elle n'est tout simplement pas aux normes du Laurier, n'est-ce pas? Puis vinrent les critiques en ligne, anonymes bien sûr, mais le langage était du pur Geneviève. J'ai dîné au Laurier, un endroit que je considérais autrefois comme un havre de paix, j'ai été servi par une serveuse nommée Clara. Son attitude était épouvantable, son service négligent. Elle était impolie, dédaigneuse et semblait trouver son travail en dessous d'elle. Un restaurant de ce calibre ne devrait pas employer des gens sortis du ruisseau, cela a entaché toute l'expérience. Je porterai mes affaires au Carlyle. Une autre apparut sur un site différent, éviter la nouvelle serveuse aux cheveux pâles, Clara. Elle a délibérément ignoré notre table et je suis presque certain qu'elle nous a surfacturé sur le vin. Vérifiez vos factures, quelle déception. Monsieur Henri convoqua Clara dans son bureau, les impressions des critiques sur son bureau. Clara, qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il, la voix tendue. 2 en 1 semaine, et elle vous mentionne par votre nom. Ce sont des mensonges, monsieur Henri, vous savez qui le sont, c'est elle. Cela n'a pas d'importance, siffla-t-il en frappant du poing sur le bureau. Peu importe ce qui est vrai, ce qui importe c'est ce qu'elle dit, la femme d'Arthur de Beaumont. Elle essaie à elle seule de vous couler et elle va m'emmener avec vous. Restez hors de son chemin, je vous retire de sa section.
Elle se plaindra juste de quelqu'un d'autre, dit Clara avec lassitude. Ça, dit Henri, les yeux froids, ce n'est pas votre problème. Votre problème est de devenir invisible. Mais les problèmes de Clara se multipliaient car l'état de Sophie avait pris un tournant dramatique. Les médecins de Paris secouaient la tête en parlant de soins palliatifs et la clinique suisse était son seul espoir. Le premier virement étant dû dans 10 jours. Clara commença à prendre des quarts supplémentaires, travaillant des doubles journées jusqu'à ce que ses pieds soient engourdis et sa vision trouble. Elle était un fantôme hanté par la dette et l'épuisement, et traquée par une millionnaire sociopathe. La tension finit par déborder lors d'un dîner privé où les Beaumont avaient réservé la suite exclusive Solarium pour un dîner avec une délégation japonaise. Henri, dans un mouvement déconcertant de désespoir ou de stupidité, assigna Clara comme serveuse principale. « Vous êtes la serveuse la plus expérimentée ce soir », expliqua-t-il en se tordant les mains. « Vous êtes la meilleure, Clara, soyez juste parfaite, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, soyez parfaite. » La perfection était une barre basse pour ce que Geneviève attendait. Le dîner fut atroce, Geneviève surveillait chaque mouvement de Clara, ses yeux froids et pleins de jugement. Elle corrigea le placement d'un verre à vin de Clara d'1 centimètre, elle renvoya son foie gras parce que le point de pain grillé était esthétiquement déplaisant. Arthur de Beaumont, pour sa part, était engagé dans une conversation profonde avec ses invités, apparemment inconscient de la guerre silencieuse à une seule femme que son épouse menait. Clara endura tout, elle sourit, elle s'excusa, elle corrigea, elle s'inclina, elle était la coquille vide parfaite d'une servante, pensant au sourire faible de Sophie pour trouver un puits de patience qu'elle ne savait pas posséder. Enfin, le dîner se conclut et la délégation partit avec force courbettes et sourire. Arthur semblait satisfait, Geneviève semblait ennuyée. C'était adéquat, je suppose, dit Geneviève à son mari en récupérant sa petite pochette perlée sur la table, bien que le service ait été, comme prévu, médiocre. H.M. Oh, cela m'a semblé très bien, chérie, dit Arthur, consultant déjà son téléphone. Geneviève lança à Clara un dernier regard de venin pur. Veillez à bien nettoyer cette pièce, je ne veux pas qu'il reste une seule miette pour le matin. Oui, Madame de Beaumont. Ils partirent et Clara s'appuya contre le mur, l'adrénaline quittant son corps dans un flux qui la rendit étourdie. Elle devait juste débarrasser la table et elle pourrait rentrer chez elle. Elle empilait les assiettes quand elle le vit. À moitié cachée sous une serviette jetée se trouvait la pochette de Geneviève, le petit sac perlé incroyablement cher. Elle avait dû le poser et l'oublier. Le premier instinct de Clara fut de courir après elle. Son second instinct, plus sombre, fut de le jeter à la poubelle, mais elle le ramassa. Il était plus lourd qu'il n'y paraissait et alors qu'elle le soulevait, le fermoir, qui n'avait pas dû être correctement sécurisé, s'ouvrit. Le contenu ne se renversa pas, mais elle vit le coin de quelque chose glisser de la doublure en soie. Clara se figea, elle tira doucement le sac pour repousser l'objet à l'intérieur, mais ce n'était pas une carte de crédit ou un poudrier. C'était une vieille photographie, un tirage bon marché de pharmacie des années 90, plié et usé aux pliures. La curiosité, un luxe qu'elle n'avait pas pu s'offrir depuis des mois, la submergea. Ses mains tremblant, elle sortit la photo et la déplia. C'était une image de 2 jeunes femmes, 20 ans, peut-être 21, debout devant un dîner délabré. Elles avaient leurs bras l'une autour de l'autre et riaient aux éclats, portant toutes deux les mêmes uniformes de serveuses bon marché à rayures roses et blanches. L'une des femmes était une brune avec un large sourire plein d'espoir. L'autre, le souffle de Clara se coupa. L'autre femme était Geneviève, mais ce n'était pas Geneviève, pas la créature polie et glaciale du laurier. C'était une personne différente. Ses cheveux étaient d'un blond cuivré et négligé. Son maquillage était plâtré. Elle avait un sourire avec les dents du bonheur et un regard dur et affamé dans les yeux, même en riant. Clara retourna la photo et au dos, écrit au stylo à billes bleues, se trouvait un message « Jeanne et Élise, la cage dorée, Saint-Étienne, 1998. À la vie, à la mort. Un jour, toute cette ville sera à nous. » Clara fixa le nom. Jean. Qui au monde était Jeanne? Clara ne dormit pas cette nuit-là. Elle tenait la photographie comme si c'était une grenade dégoupillée. Jean. Elle ressentit un picotement de culpabilité pour avoir envahi la vie privée de Geneviève, mais il fut rapidement éteint par le souvenir de la cruauté de cette femme. Cette photographie était une fissure dans la façade de marbre. C'était une clé. Clara ne savait simplement pas quelle porte elle ouvrait. Son premier arrêt ne fut pas la police, ni un avocat, mais l'ordinateur du personnel dans l'arrière-bureau de M. Henriat. 3 heures du matin, après son service. Elle tapa les indices, la cage dorée, Saint-Étienne, 1998. Les premiers résultats ne donnaient rien, mais elle trouva ensuite un lien vers un bloc d'archives sur les restaurants disparus de la région stéphanoise. Et là, c'était une photo du même dîner. Il avait brûlé en 2003, mais l'article mentionnait sa saveur locale. D'accord,
Donc Geneviève, ou plutôt Jeanne, était une serveuse de Saint-Étienne qui s'était réinventée. C'était une histoire classique d'ascension sociale. Ce n'était pas un crime. Mais qu'en était-il de l'autre femme, Élise? Clara tapa Élise, cage dorée, Saint-Étienne, 1998. Rien. Elle essaya une combinaison différente. Élise Thomas, devina-t-elle en tirant un nom commun de l'air. Jeanne, Saint-Étienne. Toujours rien. Elle retourna à la photo, Jeanne et Élise. Elle chercha le nom du dîner et la date, faisant défiler les archives numérisées du journal local, Le Progrès, de 1998 et 1999. C'était fastidieux. Elle cherchait une aiguille dans une botte de foin sans savoir à quoi ressemblait l'aiguille. Elle était sur le point d'abandonner quand elle changea son terme de recherche. Elle ne chercha pas Jeanne, elle chercha Élise. Élise Thomas disparue, 1999. Un seul petit article apparut d'une archive d'actualité locale datée du 4 mars 1999, femme locale disparue. Amis interrogés. La police demande l'aide du public pour localiser Élise Thomas, 21 ans, serveuse au restaurant La Cage Dorée. Thomas a été vu pour la dernière fois par sa colocataire et collègue Jeanne Kovac, 22 ans, le soir du 26 février. Kovac a déclaré à la police que Thomas était de bonne humeur après une récente rentrée d'argent, ayant gagné 300 000 francs, environ 45 000 euros, à un jeu de grattage. Kovac affirme que Thomas parlait de prendre un nouveau départ et pourrait d'avoir quitté la ville. Mais la famille de Thomas, qui n'a pas eu de nouvelles d'elle, insiste sur le fait qu'elle ne partirait pas sans les contacter. La police déclare que Kovac coopère à l'enquête. Clara sentit le sol se dérober sous ses pieds. Jeanne Kovac. Une rentrée d'argent de 300 000 francs. Élise Thomas disparaît. Jeanne Kovac est la dernière personne à la voir. Les mains de Clara tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine utiliser la souris. Elle ouvrit un nouvel onglet de recherche, Jeanne Kovac, Saint-Étienne. Rien. La piste devenait froide après 1999. Elle essaya une dernière chose, Geneviève de Beaumont, nom de jeune fille. Les pages mondaines et les articles d'affaires étaient interminables. Il la décrivait tous comme Geneviève d'Anvers de Bordeaux, issue d'une petite famille respectable, ayant fréquenté une école de fin d'études en Suisse avant de rencontrer Arthur de Beaumont lors d'un gala de charité en 2001. C'était un mensonge parfait et soigné. Geneviève d'Anvers était une fiction. La vraie personne était Jeanne Kovac, une serveuse de Saint-Étienne avec une meilleure amie disparue et nouvellement riche. Clara se sentit malade, elle regarda à nouveau la photo. À la vie, à la mort. Que s'était-il passé à Saint-Étienne? Jeanne avait-elle simplement eu de la chance? Son amie Élise s'était-elle enfuie pour commencer une nouvelle vie et Jeanne, inspirée, avait-elle utilisé ses propres maigres économies pour faire de même, inventant une nouvelle identité et trouvant le filon avec Arthur de Beaumont? Ou bien Jeanne Kovac, avec ce regard dur et affamé, avait-elle décidé que 300 000 francs étaient suffisants pour acheter un nouveau passé, assez pour financer un voyage, une nouvelle garde-robe, un nouveau nom et des leçons pour échanger un accent populaire contre un ronronnement aristocratique? Assez pour la mettre dans la même pièce qu'un milliardaire. Élise Thomas n'avait jamais été retrouvée. Clara imprima l'article et plaça soigneusement l'impression et la photographie originale dans son sac. Elle avait toujours la pochette de Geneviève, elle devait la rendre. Le lendemain, elle s'approcha de Monsieur Henry. Monsieur Henry, Madame de Beaumont a laissé sa pochette dans la suite Solarium hier soir, je l'ai trouvée en nettoyant. Henry eut l'air d'avoir reçu une bombe active. Mon Dieu, donnez-la-moi, je la ferai envoyer à sa résidence avec mes excuses les plus profondes. Bien sûr, dit Clara. Je voulais juste m'assurer qu'elle soit rendue en toute sécurité. Elle le regarda prendre le sac. Geneviève le récupérerait, elle l'ouvrirait et elle trouverait la photo manquante. Clara ne l'avait pas conçue comme une menace, pas encore. Elle avait pris la photo comme preuve, comme bouclier, mais elle savait avec une certitude glaçante qu'au moment où Geneviève de Beaumont réaliserait que cette photo manquait, la guerre changerait de nature. Ce n'était plus un assaut unilatéral. Clara, la serveuse fauchée de nulle part, avait maintenant une arme nucléaire. La question était de savoir si elle avait le courage ou la cruauté de l'utiliser. Pendant une semaine, rien ne se passa, une semaine silencieuse et agonisante. Geneviève de Beaumont ne vint pas au restaurant, il n'y eut pas de nouvelles critiques, pas de plaintes. Ce silence était à sa manière plus terrifiant que la guerre ouverte, car Clara savait ce qu'il signifiait. Geneviève avait reçu la pochette, elle avait trouvé la photo manquante, elle paniquait, elle planifiait. Clara, pendant ce temps, s'effondrait, les médecins de Sophie lui avaient donné un ultimatum strict. Ils avaient besoin de l'engagement pour la clinique suisse dans les 72 heures où ils donneraient la place aux patients suivants sur la liste. La pression était suffocante. Clara travaillait des journées de 18 heures, son corps fonctionnant à la caféine et à la peur pure.
Elle savait que la photo et l'article n'étaient pas suffisants, c'était circonstanciel, c'était une affaire classée vieille de 25 ans. Jan Kovac était un fantôme. Elle avait besoin de quelque chose de plus, elle avait besoin de preuves, elle avait besoin d'un professionnel. Elle le trouva grâce à une série de recherches désespérées tard dans la nuit, détective privé, affaires classées, discret. Son nom était David Roche, un ancien flic de la police judiciaire avec un petit bureau poussiéreux dans le 13e arrondissement et une réputation d'être à la fois brillant et moralement flexible. Il se spécialisait dans la découverte de choses que les gens ne voulaient pas voir trouver. Clara prit la moitié de ses maigres économies, l'argent qu'elle était censée garder pour le billet d'avion de Sophie, et paya pour une consultation d'1 heure. Elle s'assit dans son bureau encombré, qui sentait le café rassis et le tabac froid. Roche était un homme dans la cinquantaine avancée, avec un visage comme une vieille botte en cuir et des yeux qui avaient tout vu. « Laissez-moi résumer, » dit-il en s'adossant à sa chaise après qu'elle eut exposé l'histoire, plaçant la photo et l'article sur son bureau. « Vous êtes serveuse et vous pensez que la femme d'Arthur de Beaumont, le Arthur de Beaumont, est une serveuse de Saint-Étienne nommée Jan Kovac qui aurait pu zigouiller son ami pour 300 000 francs il y a un quart de siècle. »« Oui, » dit Clara, la voix ferme. « Et vous me dites ça pourquoi? Vous voulez la justice pour Élise ?» Il eut un rire bref et cynique. « Ou vous voulez un jour de paix ?» Clara tressaillit. « Ma sœur est malade, j'ai besoin d'argent. Mais cette femme, Geneviève, elle essaie de me détruire, elle est maléfique, elle a essayé de me faire licencier pour une boisson renversée qu'elle m'a imputée. » Roche la fixa. « Donc, c'est la vengeance et l'argent. Je peux respecter ça, au moins c'est honnête. Pouvez-vous le prouver ?» demanda Clara. « Pouvez-vous prouver que Geneviève de Beaumont est Jan Kovac ?» Roche prit la photo. « C'est un début, mais Jan Kovac n'existe plus, Geneviève d'Anvers existe. Pour les lier, je dois traverser 25 ans de faux documents et d'histoires inventées. Ce n'est pas bon marché, mes services sont de 100 € de leur plus les frais. » Le cœur de Clara sombra. « Je n'ai pas ça, j'ai 500 € au total. » Roche soupira en jetant la photo sur le bureau. « Alors sortez de mon bureau, gamine, vous jouez à un jeu que vous ne pouvez pas vous permettre. Vous tenez un roi, mais l'autre joueur a un arsenal nucléaire, vous allez vous faire écraser. »« S'il vous plaît, » murmura Clara, le désespoir brisant finalement sa composition. « Elle va me faire licencier, si je suis licencié, ma sœur, elle va. S'il vous plaît, regardez juste, même pour 1 heure. » Roche la regarda, vit les cernes sous ses yeux, le manteau bon marché, il vit quelque chose qu'il reconnut, un désespoir authentique du fond du baril. « Bon, » grogna-t-il, « donnez-moi les 500. Je passerai quelques appels, pas de promesses. Ne m'appelez pas, je vous appellerai. » 2 jours passèrent, 72 heures devinrent 48. Clara était une épave, elle fit tomber un plateau de verre, Monsieur Henri lui donna un avertissement écrit. Le nœud coulant se resserrait. Son téléphone sonna, un numéro inconnu. C'est Roche. Retrouvez-moi dans 1 heure. Même endroit. Clara courut à son bureau. Roche ne se leva pas quand elle entra, il tenait une seule feuille de papier. « Vous avez de la chance que je m'ennuyais, » dit-il. C'était un puzzle amusant. « Qu'avez-vous trouvé ?»« Jan Kovac, » dit Roche avec un petit sourire impressionné, « était négligente. Ou peut-être qu'elle était juste jeune. Quand elle a disparu de Saint-Étienne en 99, elle a laissé une trace. Elle a pris un train pour Paris, payé en espèces, mais le même jour, un compte bancaire a été ouvert dans une petite caisse de crédit à Aubervilliers, un compte de démarrage. Le nom sur le compte, Geneviève d'Anvers. Le numéro de sécurité sociale était faux, un très bon faux, mais un faux. En quoi cela aide-t-il? Parce que, dit Roche, le dépôt initial pour ouvrir ce compte Geneviève d'Anvers était un chèque de banque de 290 000 francs. La banque émettrice de ce chèque, une petite banque populaire à Saint-Étienne. Le titulaire du compte qui a acheté le chèque, Élise Thomas. Clara halta. Elle l'a falsifié. On dirait bien. J'ai tiré le dossier d'archives de la police de Saint-Étienne, la signature de Thomas et le bordereau de retrait de son compte. C'est un faux, gamine, un mauvais en plus. Mais la banque était petite, elle était une habituée, et 300 000 francs n'était pas une affaire d'État à l'époque, le caissier n'a probablement même pas regardé 2 fois. Élise disparaît, Jeanne encaisse le chèque, déménage à Paris et devient Geneviève. Mais la police, pourquoi n'ont-ils pas trouvé ça? Ils l'ont fait, ils ont interrogé Jeanne. Et Jeanne avait un alibi. Roche sourit. C'est la meilleure partie. Jeanne a dit aux flics qu'elle était hors de la ville pour rendre visite à une tante malade à Lyon toute la semaine où Élise a disparu et elle avait un billet de train pour le prouver. Donc, elle était innocente. Non, elle était intelligente. J'ai tiré le dossier original.
Le compostage du billet de train était daté après le retrait bancaire. Elle est allée à Lyon après avoir vidé le compte d'Élise. Les flics en 1999, ils étaient paresseux, ils ont vu le billet, ont cru l'histoire de la tante malade et ont classé l'affaire comme une disparition volontaire. Affaire classée. Roche fit glisser le papier sur le bureau, c'était une copie du bordereau de retrait et du journal de date du billet de train. « Mon Dieu !» murmura Clara. Elle l'a probablement tué. « Je ne sais pas », dit Roche, et pour la première fois, sa voix était sérieuse. « Je suis un enquêteur, pas un médium. Les flics n'ont jamais trouvé de corps, donc le meurtre, on ne peut pas le prouver. Mais puis-je prouver que Geneviève de Beaumont est Jeanne Kovac, une femme qui a falsifié un chèque, volé 300 000 francs à une personne disparue et menti à la police dans une enquête pour disparition? Oui, je le peux. » Il se pencha en avant. « Donc, la question demeure, gamine, qu'allez-vous faire avec ça? Ce n'est pas un bouclier, c'est une bombe. Vous utilisez ça et vous n'obtiendrez pas de chèque de paie, vous allez allumer un incendie qui brûlera tout l'Empire Beaumont. Vous êtes prête pour ça ?» Clara regarda les papiers, elle pensa aux yeux froids de Geneviève, au commis licencié et pleurant, à sa propre humiliation, et elle pensa à Sophie, sa respiration devenant plus superficielle. « Oui, » dit Clara, sa voix claire et froide. « Elle voulait ruiner ma vie pour une boisson renversée. Je vais lui montrer à quoi ressemble la vraie ruine. »« C'est bien ma fille, » sourit Roche. « Maintenant, parlons de mes honoraires parce que ce que je viens de vous donner vaut beaucoup plus que 500 balles. »« Vous les aurez, » dit Clara. « Je promets. Madame de Beaumont va vous payer elle-même. » Le bal des étoiles annuel du Grand Hôtel Corinthia était le sommet incontesté du calendrier social de la ville, une nuit où les milliardaires rivalisaient pour les tables, où les rédactrices de mode venaient prendre des notes et où la salle de bal de l'hôtel était transformée en une fantaisie céleste. Et cette année, la présidente du bal était Geneviève de Beaumont. C'était son chef-d'œuvre, elle avait supervisé chaque détail, de l'espèce d'orchidées importées au nombre de fils des serviettes. Cela devait être son triomphe, une cimentation finale et scintillante de son statut de reine de la ville. C'était aussi, avait-elle décidé, la scène parfaite pour l'exécution de Clara Solange. Geneviève vivait dans une panique froide depuis 2 semaines, depuis que sa pochette avait été rendue, vide de cette maudite photographie. Elle savait avec l'instinct primal d'un animal acculé que la serveuse l'avait, que ce petit rien l'avait. Elle devait être traitée, non seulement licenciée, mais détruite, annihilée si complètement qu'on n'entendrait plus jamais parler d'elle. Clara, pendant ce temps, marchait dans le piège. Elle devait travailler au bal, le quart obligatoire payait un bonus triple tarif, l'argent qui était la dernière pièce des frais de la clinique suisse. Roche avait accepté d'attendre son paiement à condition que Clara agisse. « Tu dois la faire sauter, gamine, » avait-il dit, « ou je le ferai, et ma façon est plus salissante. » La salle de bal était époustouflante, des milliers de petites lumières en fibre optique scintillaient au plafond comme une galaxie, l'orchestre jouait une valse douce, l'air sentait l'argent, le parfum et les roses. Clara, dans son uniforme noir et blanc amidonné, se déplaçait à travers les tables, l'estomac noué par la terreur. Elle pouvait sentir les yeux de Geneviève sur elle, même lorsque la femme était à l'autre bout de la pièce, riant avec le maire. Le piège se referma juste après que le plat principal fut servi. Geneviève, assise à la table d'honneur sur une estrade surélevée, se leva soudainement. Elle laissa échapper un petit hoquet aigu, elle porta sa main à sa gorge, son visage un masque de détresse. « Mon collier », dit-elle, sa voix portant dans un silence soudain. « L'étoile des Beaumont. Il a disparu. » L'orchestre faiblit, puis s'arrêta. Une vague de silence roula à travers la salle de bal. Arthur de Beaumont à côté d'elle leva les yeux, confus. « Chérie, quoi? Il est probablement dans ton sac. »« Non. » La voix de Geneviève était aiguë de panique. « Je le portais. Il était là il y a un instant et maintenant. » Elle regarda autour d'elle, les yeux écarquillés par une peur soigneusement répétée. Monsieur Henri fut à ses côtés en un instant. « Madame de Beaumont, s'il vous plaît. Peut-être est-il tombé. » « Il n'est pas tombé. » Claqua Geneviève. « Il a été pris. Volé. » Elle scanna la salle et ses yeux, comme attirés par un aimant, se verrouillèrent sur Clara qui se tenait figée près d'une station de service. « Vous, » dit Geneviève en pointant un doigt bagué de diamant. « Vous, la serveuse. » Clara. Chaque tête dans la salle, plus de 300 des personnes les plus puissantes de la ville, pivota pour fixer Clara. « Vous étiez juste à cette table, » dit Geneviève, sa voix montant avec l'accusation. Vous débarrassiez les assiettes. Vous avez heurté ma chaise. Je n'ai pas, balbutia Clara, son visage se vidant de toute couleur. Ne mentez pas, hurla Geneviève, jouant la victime à la perfection. Vous l'avez fait.
Vous vous êtes penché sur moi. Et vous, vous l'avez volé. Ce collier est un héritage des Beaumont, il vaut plus de 5 millions d'euros. C'était ça. C'était le vin renversé, mais à une échelle nucléaire. Ce n'était pas juste un licenciement, c'était une peine de prison. Monsieur Henri, commanda Geneviève, sa voix tremblant de rage, appelez la sécurité, appelez la police, je veux qu'elle soit arrêtée, je veux qu'elle soit fouillée maintenant. Henri, blanc comme un linge, hocha la tête avec engourdissement et parla dans son talkie-walkie. 2 agents de sécurité de l'hôtel, massifs, commencèrent à se frayer un chemin à travers les tables vers Clara. Arthur de Beaumont se leva. « Voyons, Geneviève, ne soyons pas hâtifs, es-tu sûre ?»« Je suis certaine, » cria-t-elle. « Elle l'a. Fouillez-la. Fouillez ses poches, son casier. C'est une voleuse. » Les gardes atteignirent Clara. Toute la salle de bal regardait. Clara pouvait voir les sourires narquois sur les visages de certains invités, entendre les murmures, « C'est celle-là, j'ai entendu dire qu'elle causait des problèmes. » Clara regarded Geneviève. La femme se tenait sur l'estrade, son visage un masque parfait de détresse tragique, mais ses yeux brillaient d'une haine triomphante pure. Elle avait gagné, elle avait finalement écrasé publiquement l'insecte qui avait osé la défier. Clara était terrifiée, ses jambes étaient engelées, elle voyait sa vie se terminer, elle voyait Sophie, et puis elle se souvint du dossier de Roche. Elle se souvint du chèque falsifié. Elle se souvint d'Élise Thomas. La terreur disparut, remplacée par quelque chose de froid, dur et absolument clair. Arrêtez, dit Clara. Sa voix n'était pas forte, mais elle était si tranchante d'autorité que les gardes, dont l'un tendait la main vers son bras, s'arrêtèrent réellement. « Arrêtez » dit Clara plus fort. Elle regarda non pas les gardes, non pas Henri, mais directement Geneviève de Beaumont. « Vous ne trouverez pas le collier sur moi, Madame de Beaumont. »« Bien sûr que vous diriez ça, petite voleuse » cracha Geneviève. « Fouillez-la. »« Vous ne le trouverez pas » continua Clara, sa voix résonnant à travers la salle de bal silencieuse, parce que vous avez fait une erreur. L'expression triomphante de Geneviève faiblit juste une fraction. Quoi? De quoi parlez-vous? Vous êtes tellement désespéré de me piéger, dit Clara en faisant un seul pas vers l'estrade, que vous avez oublié quel bijou vous portiez ce soir. L'étoile des Beaumont est un collier. Clara pointa non pas la gorge de Geneviève, mais son poignet. Ça, dit Clara, c'est le bracelet étoile de feu des Beaumont, et vous le portez encore. Il est à votre poignet gauche, partiellement caché par votre manchette. Un hoquet collectif massif remplit la salle. Geneviève se figea, ses yeux se baissèrent brusquement vers son poignet gauche. Là, scintillant sous les lumières de la salle de bal, se trouvait l'énorme bracelet de diamants et de saphirs de 5 millions d'euros. Dans sa soif du sang de Clara, elle avait mal mémorisé son propre scénario. Elle avait l'intention de le cacher et de prétendre qu'il avait été volé, mais avait accusé Clara avant même de l'avoir enlevé. Le silence qui suivit fut un poids physique. C'était le son de la lame d'un bourreau s'arrêtant à 1 centimètre du cou. Le visage de Geneviève, pour la première fois, vira au rouge marbré profond. L'humiliation fut instantanée, cosmique et totale. Elle avait, devant toute la ville, tenté de piéger une serveuse pour avoir volé un bracelet qu'elle portait visiblement. Arthur de Beaumont fixa sa femme, son visage un masque soudainement vide de confusion et d'horreur naissante. Je balbutia Geneviève en essayant de tirer sa manchette sur les diamants scintillants. J'étais confuse. Le stress. Mais personne n'écoutait, ils fixaient tous Clara. Clara, cependant, n'avait pas fini. Ce n'était pas suffisant. Elle s'avança, s'arrêtant à la base de l'estrade, levant les yeux vers la femme qui l'avait tourmentée pendant des semaines. Toute la salle de bal était son public. « Vous vouliez me ruiner » dit Clara, sa voix calme mais portant dans le silence de mort. « Vous vouliez que je sois arrêtée, vous vouliez que j'aille en prison. »« Vous insolente » commença Geneviève, sa voix un murmure venimeux, mais le pouvoir avait disparu. Elle n'était plus qu'une femme sur une scène qui s'était rendue ridicule. « Vous avez essayé de ruiner ma vie pour une boisson renversée » continua Clara comme si Geneviève n'avait pas parlé. « Vous avez essayé de détruire ma réputation avec des mensonges. Tout ça parce que je ne vous ai pas laissé me blâmer pour l'erreur de votre invité. »« Sortez-la d'ici » hurla Geneviève à Henri, mais sa voix se brisait. « Non, » dit Clara. « Je ne vais nulle part parce que je sais qui vous êtes. » Ce n'était pas prévu dans le script. Les yeux de Geneviève s'écarquillèrent, l'humiliation étant remplacée par une nouvelle émotion plus froide, la peur. « J'ai eu une conversation très intéressante avec un homme nommé David Roche, » dit Clara, sa voix tombant à un ton conversationnel, presque agréable. « C'est un enquêteur, ancien de la PJ. Très doué pour trouver des choses.
La main de Geneviève alla à sa gorge, la vraie cette fois. Il cherchait une vieille amie à vous, continua Clara, sa voix une lame d'acier. De Saint-Étienne. Quelqu'un nommé Élise Thomas. Le nom frappa Geneviève comme un coup physique. Elle trébucha en arrière, agrippant la table pour se soutenir. La couleur quitta son visage, la laissant d'un blanc spectral sous les projecteurs. Arthur de Beaumont, entendant cela, se tourna vers sa femme. « Geneviève, de quoi parle-t-elle? Qui est Élise Thomas ?» Geneviève ne pouvait pas répondre, elle fixait Clara, son masque de perfection brisé, révélant l'animal terrifié et acculé en dessous. « Il a trouvé le vieux dossier de police, Madame de Beaumont, » dit Clara, sa voix impitoyable. « Le dossier de 1999. Il a trouvé le bordereau de retrait de 300 000 francs. Celui avec la signature falsifiée. Il a trouvé le talon du billet de train, celui que vous avez utilisé pour votre alibi, celui qui prouvait que vous avez menti à la police. » Geneviève hyperventilait, de petits bruits d'animaux aigus sortaient de sa gorge. « Il sait ce que vous avez fait, » dit Clara, sa voix d'un jugement final et doux. « Il sait tout. Jeanne. » Boum. Le nom « Jeanne » fut le coup de grâce. Geneviève de Beaumont, la reine des glaces, l'exécutrice sociale, la statue sans défaut, s'effondra, elle laissa échapper un sanglot étouffé. « Non, s'il vous plaît, » murmura-t-elle, regardant Clara avec des yeux de terreur primale brute. Ce n'était pas la ruine sociale, c'était la prison, c'était la fin de tout. « Tout ce que je voulais, » dit Clara, sa voix résonnant de vérité, « c'était faire mon travail, payer l'opération de ma sœur. Vous avez essayé de me prendre ça. Vous avez essayé de me piéger pour un grand crime devant tout le monde. » Clara fit un pas sur l'estrade, elle était maintenant à hauteur des yeux avec l'affamant. « Pleure. Vous me devez des excuses, » dit Clara. Geneviève sanglota juste, son corps tremblant. « Je. Vous me devez des excuses, » répéta Clara, sa voix de fer. « Pas pour le bracelet, pour tout. Dites-le. » La salle entière regardait, le souffle coupé, alors que le plus grand changement de pouvoir de l'histoire de la ville se jouait. Geneviève regarda Clara, son maquillage coulant, sa façade parfaite détruite. Elle regarda son mari, dont le visage était une tempête de fureur froide et illisible. Elle regarda les centaines de visages la fixant, non plus avec peur, mais avec pitié et dégoût. Elle était à nouveau Jeanne Kovac, la serveuse de Saint-Étienne, acculée et sans issue. « Je suis désolée, » murmura-t-elle, les mots accrochant dans sa gorge. « Plus fort, » commanda Clara, sa voix dépourvue de pitié. « Pour tous ceux que vous venez d'essayer de convaincre que j'étais une criminelle. » Geneviève de Beaumont prit une respiration tremblante, elle regarda la mère de visage, son pire cauchemar devenu réalité, et elle craqua. « Je suis désolée, » hurla-t-elle, les mots s'arrachant de sa gorge dans une vague de sanglots hystériques. « Je suis désolée. Je suis tellement désolée. S'il vous plaît, je suis désolée. » Elle s'effondra sur sa chaise, enfouissant son visage dans ses mains, ses épaules se soulevant alors qu'elle pleurait de manière incontrôlable. Clara Solange la regarda juste un instant. Elle l'avait fait, elle avait renversé la reine. Elle redressa son petit nœud papillon noir, donna un seul signe de tête sec, puis, dans le silence absolu et stupéfait de la salle de bal, elle se tourna, descendit de l'estrade et sortit par la porte de service, laissant l'épave de la vie de Geneviève de Beaumont derrière elle. Le bal des étoiles ne se termina pas par une ovation debout, mais par les murmures gênés et précipités de 300 invités essayant de prétendre qu'ils n'avaient pas été témoins d'une exécution publique. Arthur de Beaumont ne dit pas un mot, il aida calmement sa femme en pleurs et incohérente à se lever et, sans regarder personne, l'escorta hors de la salle de bal. Ils étaient partis avant que l'orchestre n'ait le courage de recommencer à jouer. Clara ne retourna pas à son casier. Elle sortit directement par l'entrée latérale de l'hôtel et dans l'air frais de la nuit, respirant profondément pour ce qui semblait être la première fois depuis des mois. Elle s'assit sur un banc et pendant 10 minutes, elle trembla simplement. Elle ne fut pas licenciée. Le lendemain matin, M. Henry n'appela pas, personne n'appela. Mais 2 jours plus tard, quelque chose se produisit. Un virement électronique anonyme apparut sur son compte bancaire. Ce n'était pas seulement le montant pour l'opération de Sophie, c'était 3 fois cela. En pièces jointes se trouvait un mémo d'un seul mot, silence. Clara vira l'argent à la clinique suisse. Elle appela David Roche et lui vira ses honoraires, qui étaient substantiels. « Plaisir de faire affaire avec vous, gamine, » dit-il au téléphone, une note de respect authentique dans sa voix. « Vous avez plus de tripes que la moitié des flics que j'ai jamais connus. »« Quoi? Que se passe-t-il maintenant ?» demanda Clara. Pour elle, pour Jeanne. Oh, le dossier a été réarchivé profondément. Il semble que les avocats d'Arthur de Beaumont soient très persuasifs et très riches.
Ils ont fait une contribution significative au fonds de retraite de la police. L'affaire reste froide pour toujours. Donc, elle s'en tire. Clara ressentit une pointe de déception. Gamine, dit Roche, écoutez-moi. Elle ne s'est tirée de rien. Elle ne va pas en prison, non, mais elle est dans une prison différente. Elle est piégée. Son mari sait exactement qui elle est. Son pouvoir, c'est fini. Elle est un fantôme. Vous ne l'avez pas juste exposée, Clara, vous l'avez effacée. Il avait raison. Les colonnes de Potin explosèrent. Geneviève de Beaumont avait démissionné de tous ses conseils d'administration caritatifs, citant une condition neurologique sévère et soudaine. Elle et Arthur avaient déménagé dans leur domaine privé en Provence, isolés du monde. Ils ne furent jamais revus sur le circuit social. La reine des glaces des Beaumont avait fondu. 6 mois plus tard, Clara se tenait dans un aéroport de Genève, serrant sa sœur dans ses bras. Sophie était plus mince, marquée, mais ses joues avaient de la couleur et ses yeux étaient brillants. Elle était vivante, elle était en bonne santé. « Tu l'as fait, Clara », murmura Sophie en pleurant. « Tu m'as sauvée. » Comment? Clara la serra juste plus fort. « J'ai juste travaillé dur et j'ai eu de la chance. » Clara ne retourna jamais au Laurier, elle n'en avait pas besoin. L'argent des Beaumont, argent du silence, argent de la conscience, peu importe ce que c'était, lui donna une nouvelle vie. Elle s'inscrivit à l'école d'infirmière, inspirée par les gens qui avaient sauvé sa sœur. Elle était entrée au Grand Hôtel Corinthia comme une souris, mais elle en était sortie comme un dragon. Elle avait appris une leçon terrible et vitale. Parfois, la seule façon de combattre un monstre n'est pas de fuir, mais de trouver le monstre qu'il fut lui-même. Elle avait été poussée au bord du gouffre et elle avait découvert qu'elle ne tomberait sous aucune circonstance. Et dans les moments calmes tard le soir en étudiant, elle pensait parfois à Geneviève de Beaumont piégée dans une cage dorée de sa propre fabrication et ne ressentait ni pitié, ni colère, mais un sens froid, final et absolu de justice. Et juste comme ça, le règne de la Reine des Glaces fondit, non pas avec un fracas, mais avec un murmure public en larmes. Clara prouva que la vraie force n'est pas dans l'argent sur votre compte bancaire ou le nom sur votre plaque, c'est le courage de se lever quand tout le monde est forcé de s'agenouiller. Le monde est plein de Geneviève de Beaumont, mais il est aussi plein de Clara attendant leur moment.